Non, moi je suis pas. Oui, oui, non, j'entends bien, mais la gauche, quoi. Ah. Alors donc on est là parce que la presse elle fait un blackout complet sur la guerre du Donbass, qui est une guerre terrifiante, terrible et d'autant plus violente que les États-Unis qui pilotent cette affaire complètement, puisque à la tête de l'Ukraine il n'y a que leur marionnette, cherchent à impliquer la Russie dans cette guerre de manière à ce que la Russie coupe toute relation avec l'Union européenne. Or cette guerre, elle est in fine dirigée contre l'Europe. Et donc pour amener les Russes à intervenir, ils commettent les crimes les plus horribles qui soient, tels que bombarder des orphelinats, des écoles, des hôpitaux. Ils cherchent, tiens, qu'est-ce que je vais faire d'horrible aujourd'hui. Ils coupent les oreilles des prisonniers. Enfin, on est dans l'horreur absolue. Et il faut absolument briser le mur du silence. Le mur du silence des médias qui sont, comme d'habitude, complices de ce genre d'action, comme ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait en Syrie, maintenant ils font la même chose. Ils lancent des loups furieux dans la bataille, comme en Syrie avec les Takfiris. Là, ils lancent les néo-nazis dans l'action, et c'est ces gens-là qui n'ont strictement aucune retenue. Ils n'ont aucune valeur militaire, on voit. Mais on leur a donné des armes puissantes, des canons qui tirent à 20 km, et avec ça, ils bombardent surtout des populations civiles, et ils ont fait beaucoup de dégâts. Alors pour s'informer sur ce conflit, il y a évidemment, il faut utiliser les moyens modernes. Moi j'utilise Twitter et je fais le suivi des journalistes sur place, qu'ils soient de Russia Today ou d'autres, qui sont sur place et qui tweetent, qui donnent des informations. Je prends Russia Today aussi, qui a beaucoup de moyens sur place. C'est comme Life News aussi, les journalistes russes. Et puis, au travers de l'Internet, il y a des sites de gens de Slaviance. Par exemple, Slaviance, ils ont un site qui s'appelle South Front, dans lequel tous les jours, ils font un communiqué le matin et le soir sur ce qui se passe autour de Slaviance. Voilà. Puis il y a le site internet, le site de Strelkov aussi. Bonjour. Malheureusement, on peut déjà dire que notre meeting, même s'il est couvert par les médias, même si on est nombreux, malheureusement, ce ne sera sûrement pas le dernier sur ce sujet. Alors, l'appel du Rassemblement contre la guerre en Ukraine, Paris, place de la République, 22 juin 2014. La guerre en Ukraine continue. La population civile de l'Ukraine de l'Est en paie le principal tribut. Les morts se comptent désormais par centaines. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes à quitter leur maison. Les infrastructures des villes assiégées sont systématiquement détruites lors des combats par les tirs d'artillerie et les frappes aériennes. Chaque nouveau jour de guerre rajoute de nouveaux noms à la liste de morts. Chaque nouveau jour de guerre attise la haine. Nous faisons face à une nouvelle catastrophe humanitaire en Europe. L'Europe est à nouveau confrontée à des crimes de guerre. Les zones où la violence armée s'exerce s'étendent. L'ultranationalisme est exacerbé. La propagation des armes est massive, que ce soit des armes légères ou des missiles solaires. Cela ne peut conduire qu'à une extension du terrorisme dans toute la région. Tous ces facteurs font planer la menace d'une intensification de la guerre. Devant ce drame, nous considérons que les peuples de Russie, d'Ukraine et des autres pays d'Europe doivent se prononcer pour une sortie immédiate de la crise, une sortie pacifique
privilégiant le dialogue et non pas les armes. Telle est la motivation principale de notre rassemblement. Il se tiendra un jour symbolique pour tous les habitants de l'espace post-soviétique, le 22 juin, le jour de deuil, car jour du lancement de l'offensive nazie Barbarossa, à savoir l'invasion de l'URSS en 1941. Et cette nouvelle phase de la Deuxième Guerre mondiale entraîna la mort de 27 millions de soviétiques. Nous considérons indispensable de soutenir les forces politiques et sociales qui agissent aujourd'hui en Ukraine en faveur de l'arrêt des hostilités. Nous voulons appeler la société civile française et européenne à leur assurer tout le soutien nécessaire dans cette tâche. Nous voulons exiger du gouvernement français, des autres pays européens, des États-Unis, de se prononcer pour une solution pacifique à la crise, en appelant à l'arrêt immédiat des combats. Nous voulons appeler les médias européens, russes, ukrainiens à une couverture plus objective et suivie de la crise ukrainienne. Nous voudrions initier des enquêtes internationales permettant d'établir les responsabilités dans les crimes de guerre commis en ce moment même, ainsi que dans ceux ayant conduit au déclenchement de la guerre, que ce soit sur le Maïdan, à Odessa ou dans les régions de l'Est de l'Ukraine. Aux belligérants, nous demandons de conclure un cessez-le-feu immédiatement. Il est nécessaire d'arrêter les combats. Et avant tout, d'exiger l'arrêt des frappes aériennes et des tirs d'artillerie aveugles contre les villes et les villages de l'Est de l'Ukraine. À cette fin, nous demandons à l'ensemble des États européens, aux États-Unis et à la Russie, d'exiger une zone d'exclusion aérienne au-dessus des villes ukrainiennes. Enfin, les combattants de tous bords doivent s'éloigner des zones de peuplement de civils. Nous demandons également la création de couloirs humanitaires permanents permettant l'évacuation des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale dans les zones de combat. Nous demandons également la présence d'observateurs internationaux qui feront respecter les conditions d'un cessez-le-feu, ainsi que la présence des ONG pour procurer l'aide aux populations civiles. Nous demandons que soient commencés les pourparlers sur la sortie politique de la crise avec l'aide des médiateurs reconnus par toutes les parties du conflit. Et enfin, nous espérons que l'hystérie nationaliste et la propagande baisseront dans les médias. Laissez vos coordonnées, laissez votre mail et prenez nos... Et l'État russe et l'État ukrainien dans une colonie pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé de venir... Comme vu que nos médias, ils gardent le silence, donc voilà, je suis là pour m'exprimer, pour protester contre le silence et contre le massacre qui se passe maintenant, contre les civils, contre les gens que je connais qui habitent au sud-est. Donc je ne peux pas quitter ça. Je ne peux pas rester à la maison, mais s'il fait beau, je ne peux pas. Partir en vacances et profiter de ce jour. Je suis là, je suis avec le sud-est, avec Donbass. Que subissent vos proches justement en Ukraine en ce moment? Ce sont mes amis. Moi, personnellement, je viens de la Sibérie, de la Russie. Mais comme ce sont des gens pro-russes qui sont massacrés, en Odessa, c'est en particulier ce qui s'est passé le 2 mai, qui m'a bouleversée. J'étais toujours très loin de la politique. C'est le politique, mes amis ne me reconnaissent pas. Le politique et moi, c'était vraiment des choses opposées. Mais ce qui s'est passé, c'est pas de la politique le 2 mai, c'était les Russes qui ont été tués. Moi, je suis russe. C'était les enfants qui étaient brûlés et c'était beaucoup plus qu'une centaine qui étaient brûlés vifs dans ce bâtiment. Donc, voilà, je ne peux pas garder ça pour moi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler si c'était passé le 2 mai justement Le 2 mai, il y avait une manifestation comme ici, sauf que les gens étaient beaucoup plus nombreux et les gens qui étaient pour le Maïdan, contre les gens pro-russes, ils ont fait un piège parce qu'il y avait des nazis qui ont participé, ils ont fait un piège dans les maisons des syndicats, il y avait 70 personnes qui se sont cachées là-bas et les autres, il y avait milliers de personnes qui ont forcé des gens qui étaient des manifestants à entrer dans ce bâtiment et là ils ont utilisé du phosphore blanc pour le brûler et après les autres ils faisaient des cocktails Molotov, ils les ont jetés par les fenêtres et les gens qui essayaient
de sauter par les fenêtres, de se sauver, ils ont tiré. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez voir comment on tire sur ces gens qui sautent par les fenêtres. Et il y a ici des gens des gens des relatifs, des amis, des gens de la famille qui ont participé, qui étaient là. Il y a une fille dont la sœur, ils ont tiré sur sa main. Et des gens qui ont entendu le témoignage qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce bâtiment. Parce que même les mamans qui se sont promenées avec des poussettes pas loin, ils ont essayé de se sauver en se cachant de ce bâtiment, ils étaient brûlés. Voilà, donc est-ce que les Français en sont au courant? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Madame Lecote, il termine son intervention. Justement, vous résidez en France. Comment vous interprétez la position du gouvernement français par rapport à l'Ukraine? C'est surtout la politique qui est dictée par les États-Unis. La France, à mon avis, il essaie de garder la neutralité, mais en même temps, plus sur le côté des États-Unis. Donc les médias, je ne sais pas, s'ils ont une interdiction, je ne sais pas. Il n'y a rien. Donc moi, heureusement que je parle russe, donc j'ai un accès à plus de sources. Et surtout que je ramasse des témoignages des gens qui habitent là ou dont les familles habitent là. Donc j'ai des témoignages directs sans passer par la presse. Est-ce que vous attendez quelque chose de l'élection du nouveau président ukrainien et comment ressentent vos proches en Ukraine? J'attendais rien du tout parce que c'est un oligarque. Il a son chaîne de télé. Et les autres candidats ils étaient menacés. Il y a plein de candidats qui ont retiré leur candidature juste quelques jours avant les élections. Et lui, il avait sa chaîne de télé sur laquelle il faisait les pubs de lui-même. Qu'est-ce que j'attendais rien du tout. Alors, moi je suis née à Donetsk, mais j'ai vécu toute ma vie à Kramatorsk. C'est la deuxième ville qui est bombardée après Slaviansk. L'appartement elle est complètement abandonné et bombardé. La belle-sœur de mon demi-frère a perdu le bras pendant le dernier bombardement. Sa voisine elle était tuée. Les maisons où mon frère habitait pendant les dernières 5 années ruinées à moitié. Donc toute ma famille a abandonné Kramatorsk aujourd'hui. Ils vivent toutes les 4 dans 30 mètres carrés à Donetsk en espérant que ce ne sera pas bombardé à Donetsk. Malheureusement, vu comment les situations se présentent, les choses n'évoluent pas dans le sens de paix malgré les propos du président Poroshenko. C'est juste, ils ont cessé le feu, mais ils ne veulent pas arrêter le feu, ils veulent nous tuer. Donc nous sommes ici juste pour demander, laissez-nous vivre, on veut vivre en paix. Arrêtez de tuer nos enfants, arrêtez de tuer nos frères, nos sœurs, mamie et papy. Ma grand-mère elle a 90 ans, si demain il faut l'évacuer de Donetsk, c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement français et des médias français sur ce qui se passe là-bas? Pour moi, les positions du gouvernement français et des médias, c'est juste silence total, où ils expriment les points de vue ukrainiens, les Ukrainiens au gouvernement, et ça passe sous silence tous les bombardements, toutes les choses qui se passent chez nous. Ils nous traitent de terroristes, nous ne sommes pas des terroristes. On a vécu en paix, ils sont venus, ils ont envoyé les bombes sur nos têtes, sur nos terres et sur nos maisons. Il y a milliers de gens, maintenant ce sera plutôt des millions, qui ont perdu tout. Parce que chez nous, tu as appartement et voiture, tu n'as plus rien. Et ils ont tout perdu. Et ici, c'est vraiment un silence. Il faut juste... vous voulez exprimer, mais exprimez 2 points de vue, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous, on veut vivre en paix. Donc aujourd'hui, on est le 22 juin, une date symbolique comme on a dit. C'est pour ça que aujourd'hui,
on a demandé de venir et de nous dire quelques mots, une dame que plusieurs parmi nous connaissent bien, Madame Lydia Likhota, qui a vu et connu la Grande Guerre 1941-1945, qui a survécu au siège de Leningrad, qui a duré 900 jours et qui a causé la mort d'environ 1 million de ses habitants. Et Lydia Simeon nous a demandé de dire quelques mots à propos de la crise actuelle en Ukraine. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лидия Семеновна, если хотите. Значит, мой муж Лихота Вадим Иванович, сами понимаете, по фамилии украинец. Он родился в Горловке, Донбасс, в семье шахтера. Его отец был главным инженером шахты. Мать преподавала русский и украинский язык и русскую и украинскую литературу в колонии для беспризорных. Колония носила имя Макаренко. Сами знаете, кто такой был Макаренко. Знаменитый человек, который всю свою жизнь посвятил детям, беспризорным детям со всего мира. Не только с России, со всего бывшего Советского Союза, а со всего мира. On s'est rendu compte que pas tout le monde comprenait le russe non plus. Donc Lydia Simeon commence à parler de son mari Vadim Likhota était ukrainien. Il est né à Gorlovka dans la famille de mineurs. Il était ingénieur, son père était ingénieur à la mine et sa mère enseignait le russe et l'ukrainien et la littérature russe et la littérature ukrainienne dans une colonie pour les orphelins. Значит, в семье было 2 детей. Старший Виталий, он окончил военный механический институт в Ленинграде и стал главным инженером самого закрытого предприятия в Днепропетровске и работал с самим Комаровым, Королевым, извините. Королева все знают. Это главный специалист по космосу. Donc c'était une famille où il y avait 2 enfants. Le fils aîné, Vitali, est devenu ingénieur principal d'une entreprise à Dnipropetrovsk qui produisait des fusées dans le projet de Korolev, le constructeur en chef des fusées soviétiques. А младший, мой муж, Вадим Иванович, мечтал о море. И также уехал в Ленинград, где окончил институт водного транспорта. И стал старшим механиком большого корабля. Et donc le fils cadet, qui deviendra après le mari de Madame Likhota, il rêvait de la mer et est parti à Leningrad où il a fait ses études à l'Institut du transport fluvial et est devenu capitaine de bateau. За свою жизнь он повидал, конечно, весь мир и испытал много трудностей. И даже был момент, когда их корабль тонул. И я вам должна рассказать этот случай. В команде, он был старшим механиком команды. Да? В команде был весь Советский Союз, национальности всего Советского Союза. И вот вы знаете, когда корабль стал тонуть не по вине русских моряков, а по вине грузчиков в Германии, это было, по вине грузчиков, которые неправильно закрепили груз. И когда корабль стал тонуть, вся команда была высажена на берег. Так вот, остались только капитан на капитанском мостике и старший механик в машинном отделении. И вдруг он увидел, что вся машинная команда спускается в машинное отделение. И сказали ему, раз у нас такая участь, мы должны все погибнуть. Мы погибнем, Вадим Иванович, вместе с вами. А это ведь были люди со всего Советского Союза. И казахи, и украинцы, и белорусы, и русские. Все были. И все пришли едино погибнуть во имя своего корабля. Donc le mari de Madame Likhota, il a connu pas mal de choses dans sa vie et un jour il a même son bateau a failli de couler. C'est arrivé en Allemagne, toute l'équipe est descendue du bateau mais sont restés sur le bateau qui
au moment de la catastrophe, le capitaine, le mécanicien en chef, donc le mari de Madame Licotte. Et ils ont vu soudain toute l'équipe du bateau revenir pour leur donner un coup de main. Ils leur ont dit, nous ne pouvons pas vous abandonner dans cette situation. Et l'équipe de leur bateau, c'était toute l'Union soviétique en miniature. Il y avait toutes les nationalités, kazakhs, ukrainiens, russes, plusieurs autres. Et ils ont fait ça pour sauver leur bateau commun. И перед тем, как прийти сюда, я прочитала все письма его матери. Ведь его мать все время писала ему письма. Конечно, волновалась за своего сына. И у меня огромная такая пачка писем есть. И периодически я их читаю, потому что там очень много доброты, очень много хороших мыслей. И никакой злобы, никакой абсолютно. Она писала и мне эти письма, и своему сыну, конечно, за которого волновалась. И вот я вам хочу сказать... И сейчас я прочитаю вам одну фразу, которую она написала из одного из ее писем. Безответственных действий ни в одной области жизни не должно быть. И нужно всякое действие подчинять разуму. Ведь именно разумом человек и отличается от животных. Вот такую она написала фразу. И поэтому... Donc, ils appréciaient beaucoup la mère de son mari qui leur envoyait des lettres de soutien et s'inquiétait beaucoup pour son fils qui était capitaine. Ces lettres étaient très tendres. Il y avait pas mal de conseils très judicieux qu'il leur donnait. Et donc une des phrases que l'édition a retenues dans ces lettres, c'est vous devez être toujours responsable pour ce que vous faites. Et chaque action, il faut les subordonner à la raison, car c'est la raison qui distingue un être humain de l'animal. И поэтому я призываю всех людей, всех украинцев, русских, всех, остановить это бессмысленное убийство. Сядьте за стол переговоров. Ведь обо всем можно договориться. Ведь мы же люди. Понимаете, люди, это главное. Обо всем можно договориться. Пожалуйста, прекратите эту войну. Сядьте за стол переговоров. Это же так просто. Так просто. Позвать на Украину всех, кого считают нужным, и обсудить этот вопрос. И все. Спасибо вам большое за внимание. Желаю мира и согласия.
Катюша, на высокий берег крутой. Приходила на Катюша.